Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui et de participer à ce deuxième webinaire de l'INMA consacré aujourd'hui à la vente en ligne. Vous êtes nombreux à vous être inscrits et nous vous remercions pour cela. Je suis Diana Claire, je suis responsable du développement et des partenariats à l'INMA. Et je salue nos intervenants d'aujourd'hui que je vais présenter dans quelques instants, ainsi que les nombreux participants inscrits, qui sont des professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant, des professionnels des réseaux et des structures partenaires de l'INMA, en région et au niveau national. Alors, de très nombreux métiers sont représentés, d'après ce que nous avons vu, tous les types de structures, de représentants, des titres et des labels gérés par l'INMA, des maîtres d'art, des EPV. Alors, très brièvement, que sont les rencontres Parlons MAPV qui nous réunissent aujourd'hui? Comme nous l'avions précisé lors de la première rencontre qui avait été proposée au mois de novembre, dans ce contexte très difficile qui est induit par la crise sanitaire que traverse aujourd'hui l'économie française et tout particulièrement les entreprises des métiers d'art et patrimoine vivant, l'INMA a créé ces rencontres dans l'objectif de proposer un espace d'échange et des outils concrets pour le maintien et le développement de l'activité. Alors, à l'origine, ces rencontres étaient prévues dans un double format en présence et digital via une diffusion directe, mais pour l'instant, compte tenu des conditions sanitaires, les rencontres se déroulent intégralement, provisoirement, dans un format webinaire. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui est celui de la vente en ligne. C'est un axe de développement des entreprises depuis longtemps déjà. Le sujet est devenu pressant depuis le début de la crise sanitaire. En effet, les confinements, maintenant, ont prouvé à quel point proposer ces créations en ligne pouvait être une solution pérenne ou temporaire, en tout cas nécessaire pour maintenir, développer, voire réorienter une activité. À ce propos, la deuxième vague de l'enquête réalisée par l'INMA auprès des professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant vient d'ailleurs de le confirmer. Alors, 867 professionnels ont répondu à cette deuxième enquête qui vient de se clore, parmi lesquels 790 exercent un métier d'art et 147 sont labellisés EPV. Parmi les répondants, 27% parviennent à maintenir la vente en ligne, qui est, comme on peut s'en douter, la première modalité de vente en cette période de crise sanitaire. Alors, par ailleurs, pour traverser la crise et redémarrer leur activité, 57% des répondants estiment important de développer des solutions de commercialisation mieux adaptées aux MAPV, métiers d'art et patrimoine vivant. Et surtout, globalement, les professionnels expriment avant tout le besoin d'être accompagnés pour ce qui concerne les volets commerciaux et communicationnels de leur activité. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à ces premiers résultats en ligne sur notre site internet, le site de l'INMA, ainsi qu'à une lettre de veille spéciale Focus Solutions numériques, réalisée par le pôle ressources et intelligence économique de l'INMA. Nous vous mettrons à disposition tous les liens et nous diffusons le lien via le chat de ce webinaire. Alors, ce besoin de développement numérique est clairement identifié et sans prétendre être exhaustif, nos invités interviendront sur un certain nombre d'outils et de dispositifs et des questions de stratégie et ils se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous le permettez, je vais présenter tout de suite, mais quelques précisions techniques. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le volet chat qui est à droite de votre écran. Nous vous proposons 10 minutes de questions-réponses après chacune des interventions et également à la fin de la rencontre. Et bien sûr, il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais s'il en reste auxquelles nous n'avons pas répondu, nous le ferons dans un article, une synthèse qui sera publiée sur notre site internet avec le lien vers la vidéo du séminaire, vers l'enregistrement du webinaire, pardon. Alors, sans plus tarder, je présente nos invités du jour que je remercie une fois de plus d'être présents. Alors, pour France Num, Madame Bénédicte Roulier, chef du pôle transformation numérique des TPE-PME à la Direction générale des entreprises. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, Madame Marina Lortolari-Ruiz, responsable des services économie territoriale, et Madame Claire Line-Guérin, en charge notamment de la feuille de route cuir, luxe, textile et métiers d'art. Pour Améad, Académie des métiers d'art, de la création et du design, Madame Christelle Valenza, cofondatrice, qui a un léger problème de connexion. Merci beaucoup de nous comprendre. Coupure Internet en région de Niort, mais c'est en train de se régler. Et pour l'atelier Jutta Berchet, bijoux, Madame Jutta Ber, qui est joaillère, qui nous apportera son témoignage en tant que professionnelle des métiers d'art et du patrimoine vivant. Alors, j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Bénédicte Roulier, donc France Num, chef du pôle transformation numérique des TPE-PME. Votre intervention porte sur ce que propose France Num avec le plan de relance pour aider les TPE-PME à se numériser
en termes notamment d'accompagnement, d'aide financière, de dispositifs, etc. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc en fait, France Num, c'est un site internet. Toutes les informations dont je vais parler, alors certaines ne sont pas encore en ligne, mais il y en a, elles seront mises en ligne au fur et à mesure. Donc le site internet, c'est francenum.gouv.fr. Et donc, on est à la Direction générale des entreprises, qui est donc une direction de Bercy. Donc là, je vais vous dire un petit peu, et suite aux échanges qu'on a eus avant ce webinaire, les différentes aides qui existent. Donc, il y a alors la Direction générale des entreprises finance auprès des chambres des métiers et de l'artisanat des diagnostics individualisés gratuits. Alors aussi auprès des chambres de commerce, mais là je vais parler que de l'artisanat. Donc si vous êtes inscrit dans une chambre des métiers, vous pouvez normalement bénéficier d'un diagnostic gratuit avec un plan d'action pour passer au numérique. Et on en finance 5 000 par an. Donc là, moi, ce que je vous recommande, c'est de contacter vos correspondants dans votre chambre des métiers et de l'artisanat local pour demander si vous pouvez bien bénéficier d'un diagnostic gratuit avec plan d'action. Et c'est un dispositif qui va durer 3 ans. On en finance 5 000 en 2020 et comme on a signé la convention très tardivement, là, il y a ces 5 000 diagnostics qui sont disponibles. Il y en aura à nouveau 5 000 en 2021 et en 2022. Et vous pouvez aussi faire déjà un autodiagnostic sur la page d'accueil du site en général. Vous pouvez aussi commencer par ça, par cet autodiagnostic. Ensuite, je sais qu'il y a eu beaucoup de communication pour le site Clique Mon Commerce. Et je vais préciser un certain nombre de choses sur ce site, à quoi il sert, à quoi il ne sert pas, est-ce qu'il est lié aux subventions ou pas. Alors en fait, l'objectif de ce site Clique Mon Commerce, c'est en fait le gouvernement qui s'est adressé aux entreprises du numérique pour leur demander de proposer des offres gratuites ou préférentielles pour aider les petites entreprises qui avaient été obligées de fermer pendant le deuxième confinement et leur dire vous pouvez vous adresser à cette société, c'est une société fiable et c'est une liste relativement restreinte en fait en gros de 50 solutions pour passer au numérique et ce sont plutôt des relativement grosses solutions, c'est pas des petites solutions, des startups etc. Et elles ont été référencées uniquement si elles proposaient des solutions, des offres gratuites ou à tarif préférentiel. Donc ce site, il est en ligne et vous pouvez, si vous cherchez comment mettre en place une boutique, vous pouvez aller voir sur ce site. En revanche, il n'est pas lié au chèque de 500 €. Ça, c'est important en fait. Le chèque de 500 €, en fait, si vous avez subi une fermeture imposée pendant le deuxième confinement, et notamment, et si donc vous avez une activité où vous recevez toute l'année le grand public. Si vous avez des clients, en fait, le chèque de 500 €, c'est pour les entreprises qui ont des clients et qui donc ont été obligées de fermer. Donc ça veut dire que les entreprises qui ont été autorisées à rester ouvertes pendant le confinement ne peuvent pas utiliser ce chèque de 500 €. Et donc, si vous êtes du secteur de l'artisanat ou du commerce et que vous recevez le public, vous pouvez bénéficier en gros d'une réduction de 500 € pour l'achat d'une solution. Mais là, vous pouvez choisir votre solution. C'est pas uniquement une solution qui est sur Clique Mon Commerce. Autrement, je voulais aussi vous noter qu'il va y avoir, il se passe pas mal de choses. Si vous êtes installé en centre-ville, il y a des actions pour aider les commerces de centre-ville. Je ne sais pas forcément si ça vous concerne ou pas, mais et il va y avoir des aides de l'État pour les communes, pour aider les commerces en centre-ville. Donc, je pense que dans certaines communes, il y a aussi une dynamique qui se met en place pour animer les centres-villes et pour aider les commerces en centre-ville. Donc ça, c'est à vous de voir par rapport à là où vous êtes situé, s'il y a des actions dans votre centre-ville. Autrement, on a un autre dispositif qui va se mettre en place progressivement en 2021. Là, je parle plutôt au secteur en général de l'art, des artistes, etc. Parce qu'on va en fait faire un appel à projet pour sélectionner des opérateurs qui vont proposer des parcours qu'on a appelé formation action ou accompagnement action. Et donc en fait, ça va être, c'est pas tout à fait des formations, c'est quelque chose qui durera entre 15 jours et 3 semaines, auquel donc des petites entreprises pourront s'inscrire.
c'est pour répondre à un besoin concret. Par exemple, j'ai pas de site internet ou je ne vends pas sur internet et je veux me mettre à vendre sur internet. Et là, il y aura une sensibilisation et il y aura une action ou un défi à faire pendant le parcours. Et ça pourra être commencer à vendre des produits sur internet. Ça pourra être ça. Et en fin de parcours, il y aura des choses réalisées. Donc, en fait, on aura aidé l'entreprise. L'idée, c'est d'apprendre par la démonstration concrète et d'être accompagné pour ne pas être seul devant quelle solution choisir, c'est un énorme dossier, par quoi je commence, etc. Donc, on réalise concrètement quelque chose et à la fin, on fait une liste de résolution ou une liste d'actions pour aller plus loin dans le numérique. Donc là, moi, je parle plutôt au secteur dans son ensemble. Si jamais il y a des opérateurs autour de vous qui veulent répondre à cet appel à projet, ils pourront avoir un financement pour proposer un parcours aux entreprises de votre secteur. Il faudra peut-être qu'on en reparle avec certaines personnes pour voir comment le secteur peut être présenté pour proposer un parcours. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. On a aussi un prêt France Num, mais peut-être que c'est un petit peu, je ne sais pas si ça… en fait, on finance une garantie de prêt. La Commission européenne et l'État financent ça pour que les réseaux bancaires puissent proposer des prêts en moyenne de 25 000 € pour que les petites entreprises puissent faire des investissements dans le numérique. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse, je peux en dire un petit peu plus là-dessus. Pareil, c'est un dispositif qui est en train de se mettre en place et pour le moment, il y a un réseau bancaire qui démarre, c'est le Crédit Agricole. Il y a un deuxième réseau bancaire qui doit suivre prochainement. Si vous voulez en savoir plus, je peux répondre aux questions. Voilà ce que je voulais dire un petit peu pour commencer. Et maintenant, on peut rentrer dans questions-réponses, dialogue. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout, mais voilà. Alors voilà, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser vos questions via le chat qui est à droite de votre écran. J'avais repéré une question dans le chat un peu plus tôt, quelqu'un qui demandait si en tant qu'artiste-auteur, il pouvait bénéficier de certains des dispositifs que vous avez cités. Bénédicte, est-ce que vous pouvez lui apporter un peu plus de précision? Alors, je commence par Alors, du point de vue, ce qui est pour les dispositifs qui vont être pour les commerces artisans qui reçoivent le public, donc le chèque de 500 €, là, c'est non. Après, alors là, il y a des choses, il faut qu'on y réponde ensemble. Je ne sais pas forcément très bien qui relève des chambres des métiers de l'artisanat ou pas. Donc pour certains des participants, c'est le cas, effectivement. Donc, en fait, les diagnostics, alors les diagnostics, c'est si on relève d'une chambre des métiers et de l'artisanat pour le diagnostic individualisé. Voilà. Sur les dispositifs de formation-action, nous, on vise toutes les TPE. France Num vise toutes les TPE, en fait. Donc là, potentiellement, oui. En revanche, il faut qu'il y ait… Nous, on va faire un appel à projet. Il faut que dans le cadre de cet appel à projet, il y ait un acteur qui réponde avec une proposition qui soit pertinente pour les artistes-auteurs. Donc là, en fait, c'est vraiment aux représentants des entreprises de se positionner. Et a priori, en fait, pour répondre à cet appel à projet, il faut des binômes. En fait, un binôme qui a des compétences sur le numérique, parce qu'il y aura toute une partie de communication à distance, etc. Et puis un binôme qui représente un secteur d'activité et des entreprises. Et les opérateurs qui vont répondre aux appels à projets, il faut qu'ils proposent de couvrir au moins 1500 entreprises. On est sur une volonté de toucher massivement les entreprises. Donc moi, je pense que c'est intéressant. Mais à ce moment-là, il faut peut-être qu'on en reparle en sortie du webinaire pour être sûr que les bons acteurs vont être informés de cet appel à projet, vont y répondre. Et nous, ce qui nous manque souvent sur France Num, c'est une connaissance fine des secteurs d'activité. Donc là, je fais aussi potentiellement un appel au partenariat. On a besoin en fait d'avoir des représentants des fédérations professionnelles et des secteurs d'activité dans l'animation de l'initiative France Num. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais en fait, c'est une initiative partenariale
Et on n'est pas uniquement à proposer, nous, des dispositifs. On anime, en fait, les partenaires qui tous, pour essayer de fédérer et de réaliser des actions qui soient complémentaires avec ce que font les différents partenaires. Donc là, les formations, il y a une ouverture, mais il faut se mobiliser. Voilà. Après, sur France Num, il y a tout un ensemble de ressources dont certaines sont utiles voilà, pour toutes les entreprises. Alors, je pense effectivement, comme vous le disiez, que nous pourrons préciser cela en revenant dessus, en revenant sur la question dans un article que nous publierons sur le site de l'INMA. Les questions sont très nombreuses, donc j'en prendrai quelques-unes, mais effectivement, les autres, nous pourrons essayer de leur répondre à la fin du webinaire et aussi par la suite en ligne. Pour en prendre l'une d'entre elles, je suis professionnelle libérale, suis-je concernée par les aides? Et une deuxième, pour les relier, le chèque de 500 € est-il attribué en fonction du chiffre d'affaires? Alors, je vois une chose que je ne sais pas si je l'ai dit. Alors, le chèque de 500 €, il va être micro-entreprise, donc 0 à 9 salariés. Et après, on est sur la définition de la micro-entreprise, qui est donc un maximum de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, on est dans des règles générales qui s'appliquent sur ce type d'aide. C'est qu'on ne donnera pas le chèque à une entreprise qui est en liquidation judiciaire. Donc là, il y a un formalisme suivant le niveau. Voilà, à un certain stade de la procédure de liquidation ou de début de liquidation, le chèque, on ne pourra pas donner le chèque. Je vois aussi. Alors, est-ce que le chèque de 500 € est le même que le chèque numérique? Alors là, c'est compliqué pour moi de vous répondre parce qu'alors là, on a collectivement, parce que je sais qu'il y a aussi des accompagnants qui participent au webinaire, on a collectivement un gros sujet de lisibilité des aides. On le sait, j'en suis désolée. Moi, le chèque dont je parle, c'est celui qui a été annoncé dans le dossier de presse du 10 novembre avec le plan soutien commerce annoncé par Bruno Le Maire. Donc, c'est celui-là. Après, il y a beaucoup de chèques numériques dans les régions. Donc ça, c'est autre chose. Moi, je ne parle pas du chèque numérique dans les régions. Donc, vous pouvez aussi vous adresser. Beaucoup de régions ont des dispositifs pour soutenir les petites entreprises. Donc, vous pouvez vous adresser à votre région. J'ai vu aussi donc que l'artiste-auteur disait que voilà, qui dépensait de la maison des artistes. Donc là, il est fort possible que non, il ne soit pas éligible. Après, en fait, les aides, elles sont aussi par grand domaine ministériel. Donc, je pense que maison des artistes, on doit relever du ministère de la Culture. Donc, je crains que non. D'accord, entendu. Alors, c'est vrai que le chèque numérique pose beaucoup de questions, enfin le chèque de 500 € qui reste à bien préciser. Et j'en ai vu passer, on va prendre encore deux questions peut-être avant de passer à l'intervention suivante. Quelqu'un qui demande, j'ai réactivé une boutique en ligne sur mon site que j'avais depuis plusieurs années, mais qui, donc si je comprends bien, était un sommeil. À quoi ai-je droit? Et une question très très concrète, pouvez-vous me confirmer qu'à la demande du chèque de 500 € est à faire au niveau des CMA? Personnellement, je viens de faire mon site avec eShop en novembre. Est-ce que ça pourrait marcher au niveau des dates? Alors, effectivement, je ne vous ai pas dit l'essentiel. Je m'en excuse. Donc, je vois qu'il y en a qui disent « j'ai pas d'accès au chèque de 500 €. Moi, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas pourquoi on vous a dit ça. Le chèque de 500 €, c'est l'agence de services et de paiement dont le sigle est ASP qui va fournir le guichet. Donc, en fait, et il n'est pas ouvert, en fait. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un vous a dit « vous n'y avez pas droit », il faut vérifier qu'on parle bien du même chèque, en fait. Je sais pas ce que ça veut dire que l'URSSAF refuse, je sais pas. Donc, et le guichet sera ouvert au plus tôt le 20 janvier, en fait. Et vous pourrez produire une facture comme justificatif. La facture pourra être datée à partir du 31 octobre. Aujourd'hui, on est sur des factures entre le 31 octobre et le 31 mars. C'est ça les factures qui pourront être remboursées. Et donc, vraiment, la chose, c'est est-ce que vous recevez le public, en fait? Si vous n'avez pas un établissement physique qui reçoit le public, vous n'êtes pas éligible parce que le chèque, il a été fait pour compenser, en fait, pour inciter à la numérisation et compenser cette obligation de fermeture administrative. Alors, le nom du site, voilà. Alors, je ne vais pas vous donner le nom du site France Num, enfin, le nom du site bon, pour le téléservice. Pour l'ouverture du téléservice, il sera annoncé sur la page d'accueil de France Num. Donc, France Num, comme France, Num, N-U-M, le tout collé, .gouv.fr.
Donc ça, toute l'information sur le chèque dont je parle sera sur le site de France Num, qui est donc la marque qui réunit toutes les actions de l'État, des régions et des partenaires pour la transformation numérique des TPE, PME. On a aujourd'hui une page qui marche très bien sur les aides régionales, par exemple. On a un rôle de coordination et d'information sur l'ensemble des dispositifs qui ne sont pas uniquement ceux de l'État. Merci d'avoir mis le nom dans le chat. Est-ce que nous pouvons répondre à encore une question peut-être? Quelqu'un qui nous demandait si nous pouvions communiquer les liens ou une liste des différentes aides. Effectivement, à la fin du webinaire, avant la fin de la semaine, nous allons sur le site de l'INMA publier une synthèse des échanges, le lien vers la vidéo, comme nous l'annoncions au début. Et effectivement, nous allons revenir sur toutes les questions auxquelles nous n'avons peut-être pas pu répondre en direct. Je balaye très rapidement les questions avant éventuellement de passer à l'intervention suivante. Je suis accompagnateur France Num à Aix-en-Provence, inscrit sur le site France Num depuis sa création. Comment proposer mon aide aux entreprises MAPV, donc métiers d'art et patrimoine vivant, en Provence? Nous demande-t-on. Donc, bon, alors, je dis une chose un petit peu en décalé. On a un groupe de travail des activateurs pilotes. Ça peut être bien de rejoindre ce groupe de travail en m'écrivant après le webinaire. Comme ça permet de traiter les questions que je peux pas toutes les traiter comme ça. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a pas mal d'entreprises qui utilisent le chèque de 500 € pour se faire de la pub. Donc là, c'est un peu à chaque entreprise de savoir. Donc, dans le cadre du groupe de travail pilote, on répond à des questions pour que les entreprises ne prennent pas de risques. Mais une entreprise qui relève de l'artisanat, qui n'était pas dans la liste des entreprises autorisées à rester ouvertes, a droit à ce chèque. Donc, l'activateur qui pose la question, s'il a dans son portefeuille de clients ou dans ses prospects des entreprises qui sont sur le point de se numériser, qui souhaitent acheter une solution, enfin voilà, donc il est possible d'en parler et voilà, il faut être prudent, mais c'est dans l'intérêt des entreprises d'utiliser prudemment. Nous, on fait attention que les entreprises ne survendent pas le chèque, qu'elles ne disent pas c'est pour tout le monde dans toutes les situations, etc. Mais quelquefois, moi, je crains un petit peu que nos activateurs, quelquefois, soient trop prudents et se fassent, voilà, que certaines entreprises se positionnent d'abord. Donc, que la personne n'hésite pas à reprendre contact avec moi. D'accord, entendu. De toute façon, nous avons bien noté, Bénédicte, ce que vous nous disiez sur le fait que vous étiez tout à fait demandeur et intéressé par des partenariats et des échanges qui pourraient aboutir à une plus fine connaissance de certains secteurs, peut-être de certains métiers, plus spécifiquement pour les métiers d'art et du patrimoine vivant au statut tellement divers. Et j'ai une dernière question vraiment avant de passer à l'intervention suivante. Le chèque numérique est-il donné à une ou plusieurs fois au fur et à mesure? C'est évident que c'est vraiment le dispositif qui soulève le plus de questions. Donc voilà, je vous pose cette question-là avant de passer plus loin et puis éventuellement de prendre d'autres questions à la fin du webinaire. Ouais. Alors, pour info, là, on est donc en train d'écrire le décret avec toutes les conditions. Aujourd'hui, a priori, ce sera en une seule fois. Voilà. D'accord. En fait, il y aura une seule demande. Dans la demande, il y aura une ou plusieurs factures. Le chèque de 500 €, c'est une partie d'une dépense. Et pour info, comme certaines régions le font, mais c'est pas encore stabilisé, voilà, il est possible en gros, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce remboursement, il corresponde à un engagement réel dans la transformation numérique, en fait. C'est ça le sens du chèque. Donc, il est possible que les 500 € soient forfaitaires, y compris si au moment où vous faites la demande, vous avez des factures qui correspondent uniquement à 350 €. C'est pas stabilisé, donc c'est une chose que je dis vraiment entre guillemets, mais en revanche, on veut éviter de faire une usine à gaz. Donc, a priori, c'est une seule demande et le chèque est de 500 €. Voilà, mais c'est des choses qui sont encore en train d'être arbitrées, stabilisées. Voilà. Alors, les premiers fois
Donc, en fait, les premiers dossiers pourront être déposés fin janvier et je crois que les premiers virements vont être à partir de début mars. Ça va être de cet ordre-là. Là, on est sur le démarrage du dispositif. Après, ça risque d'être assez concentré. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Mais je retiens la question. Il faut qu'on soit clair sur le temps de remboursement. A priori aussi, c'est le fonctionnement de l'agence de services et de paiement. Pour les entreprises qui ne veulent pas avancer l'argent, il sera possible de proposer une facture émise ou une facture acquittée. Les deux choses devraient être possibles. Tout ça, je mets du conditionnel. Hein. Et je ne sais pas ce que c'est le chèque de 500 € de l'AFE. Voilà. Et nous, on va probablement l'appeler pour le distinguer le chèque France Num. Voilà. Ça va être son nom. Et le chèque de l'AFE, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être que la personne qui nous a posé la question, Madame Delaforge, pourra nous repréciser la question. Et si vous êtes d'accord, Bénédicte, je vous propose de passer la parole au prochain intervenant. Nous pourrons effectivement, je suis sûre que moi-même, j'ai déjà noté 4 autres questions qui sont en attente qu'on pourra poser un peu plus tard. Et donc, pour passer à la prochaine intervention, j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Marina Lortelari-Ruiz, responsable service économie territoriale à la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour résumer, votre intervention portera sur la stratégie numérique régionale envers les TPE, le cadre global de l'accompagnement de la région avec ses partenaires, bien sûr, et vous ferez aussi un focus sur le dispositif chèque e-commerce mis en place par la région et présenterez brièvement d'autres dispositifs. Je le dis à l'attention des personnes qui sont en ligne et qui nous regardent. Effectivement, il y a toujours, et nous sommes maintenant tous très habitués au webinaire, quelques aléas techniques. Donc, je vais partager la présentation que nous propose la région. Donc, excusez-nous s'il y a des petits décalages, mais on les réglera en direct. Et donc, je vais commencer le partage d'écran et je vous passe la parole, Marina. D'accord. J'attends le PowerPoint. Bonjour à tous. Voilà. Donc, nous y sommes. Est-ce que c'est bien la première diapositive? Oui. Voilà, on vous écoute. Après, vous pouvez passer directement à la seconde. Alors, juste pour démarrer, vous dire qu'on a une politique générale d'accompagnement des TPE en région Nouvelle-Aquitaine, une politique d'accompagnement du passage de cap de l'ensemble des TPE de moins de 10 salariés, quelle que soit leur activité. Et dans le passage de cap, nous avons un programme spécifique concernant le numérique. Donc voilà, nous avons des dispositifs de passage de cap pour accompagner les investissements structurants d'une TPE, les recrutements structurants et d'encadrement au sein des TPE, et aussi un axe très classique, je dirais, sur le numérique, classique et permanent, qui n'est pas un axe d'urgence, parce qu'il a été considéré que le numérique était un élément essentiel maintenant pour passer des caps pour ces TPE qui sont implantés en région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît, Léna. Merci. Alors, pour toutes les petites entreprises, hein, les enjeux de transformation numérique qui ont été identifiés, c'était essentiellement d'accroître les ventes pour passer de la vente, aller au-delà des ventes directes qui sont peut-être faites en boutique ou sur des marchés, mais aller sur une vente sur le net, à travers des sites marchands, par exemple. C'est aussi de fidéliser et d'avoir une base de consommateurs et aller au-delà des marchés locaux. Voilà, de pouvoir tendre vers une clientèle plus régionale, voire plus au niveau national et pour certains international. C'est aussi de pouvoir améliorer la productivité et de mieux gérer entre les commandes et les achats et de mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des entreprises et de ne pas proposer des dispositifs qu'à des grandes entreprises de type PME. Et voilà, de laisser une place aux TPE sur ce marché-là. Donc, vous l'aurez compris, en région Nouvelle-Aquitaine, il y a vraiment un dispositif pour accompagner les entreprises dans leur démarche de passage de cap, dont la transformation numérique. Et pour cela, il y a un dispositif de droit commun qui a été mis en place depuis, je dirais, quasiment un an. Et c'est le parcours TPE numérique. Donc, c'est la diapo suivante. Et alors, ce parcours
TPE numérique s'appuie sur un dispositif d'accompagnement. La région a conventionné avec des partenaires, les consulaires, CCI et CMA, pour accompagner les artisans et les commerçants dans leur démarche numérique. Pour cela, ils font un diagnostic de la situation. Avec leur conseiller ou leur conseillère, ils déterminent un plan d'action. Ils déterminent exactement ce qu'ils souhaitent atteindre à court terme, à moyen terme et à long terme. Ils déterminent un plan d'action. Et après, s'enclenche une expertise, une mise en place des dispositifs avec une aide régionale qui peut être sollicitée auprès de la région. Et ça s'adresse, vous l'avez vu, aux entreprises qui ont moins de 9 salariés. C'est 9 salariés maximum. Donc, l'aide, alors, c'est une aide d'un dispositif commun. Comme on vous l'a indiqué, c'est pour passer un cap stratégique et on souhaite que les entreprises se projettent à moyen terme. Donc, il y a un plancher d'investissement minimum de 10 000 €. On est vraiment sur la structuration et passage de cap sur ce dispositif-là. Et vous pouvez peut-être préciser, non, je crois qu'il y a deux formes que cette aide, deux formes sur lesquelles cette aide doit se présenter. Il y a soit le chèque, alors il y a deux possibilités, mais en fonction, en fait, les artisans et les commerçants sont vraiment épaulés par leur conseiller numérique. Au-delà du diagnostic et du plan d'action, il va les aider à mobiliser l'aide et le dispositif le plus adapté. Ça sera soit la forme d'un chèque transformation numérique TPE, soit une aide au développement TPE classique au sein de l'économie territoriale. Mais les deux prennent une forme de subvention. Et voilà, c'est vrai qu'on adapte en fonction du besoin de l'entreprise. Et ça, ils le voient avec leurs conseillers, leurs conseillères. Alors, de façon temporaire et du fait de la situation de la crise sanitaire et de la situation économique, aux côtés de l'État, on a mis une aide complémentaire, un chèque e-commerce. Donc, ce chèque e-commerce qui est un dispositif d'urgence, donc il s'appuie sur le programme Transfo numérique. Par contre, on ne va pas faire un diagnostic extrêmement poussé et un plan d'action à moyen terme. Par contre, on va faire un diagnostic de situation, un diagnostic du besoin suite à ces deux confinements et proposer au chef d'entreprise ou à la chef d'entreprise de mettre en place son dispositif numérique. On est sur un dispositif à court terme. Le but, c'est d'améliorer sa visibilité en ligne, de pouvoir développer sa relation de e-commerce, par exemple, d'optimiser la gestion des stocks, d'optimiser sa logistique, développer sa relation client et accroître sa performance commerciale. Donc, ce chèque e-commerce, Diana, c'est la diapo suivante, s'il te plaît. C'est une subvention avec un plancher de 1 000 € et qui peut aller jusqu'à 5 000 €. Voilà, donc il faut une dépense minimum de 2 000 €. Ce chèque e-commerce vient en complémentarité du chèque de 500 € de l'État. Voilà, il peut venir compléter la dépense si elle est plus importante. Et vient, alors, dans certains territoires, en Nouvelle-Aquitaine, il y a des collectivités, des EPCI, qui ont mis en place des dispositifs numériques. C'est notamment la métropole de Bordeaux, pour l'instant, l'agglomération de Brive et l'agglomération de Limoges, qui ont des dispositifs propres en chèque numérique qui viennent, eux, compléter le dispositif de l'État. Voilà. Et là, je vais laisser la parole à Claire-Lise et après, je répondrai aux questions. Oui, l'idée, c'était de compléter, donc avec la présentation qui vient faite par Marina, qui était plus sur des aides individuelles aux entreprises, donc par rapport à une démarche individuelle, et de montrer que les politiques régionales, sur quelques exemples, hein, parce qu'on a une offre plus large au niveau de l'accompagnement numérique, mais vous montrer aussi qu'on travaille pour favoriser le contexte autour des offres possibles. Donc, notamment via un appel à projet qui vient favoriser le développement de places de marché. Donc, ces places de marché, elles peuvent être soit avec une approche territoriale et locale, et donc on peut retrouver des artisans, des commerçants sur un territoire qui peut être à l'échelle d'une Comcom ou d'un département. Donc là, on a un certain nombre de dossiers qui ont déjà été déposés. Et puis, il y a aussi des places de marché dites sectorielles,
donc sur un secteur. Et c'est vrai qu'au travers des échanges qu'on a pu avoir, il nous semble intéressant que les métiers d'art et de manière plus générale, les entreprises avec un savoir-faire d'excellence puissent peut-être développer des places de marché. À ce titre-là, je sais que j'ai un collègue de la CMA qui est en ligne, Pascal Nalbanti, et qu'ils ont notamment développé un projet partant de la Charente, mais qui se veut plus large, qui est une plateforme Pro Artista. Donc, ça fait partie de ce type de dossiers qui pourront, en tout cas, qui ont été déposés et qu'on va étudier avec attention pour voir si la région peut soutenir ce type d'initiative. Parce que, bien sûr, l'objectif, ce n'est pas non plus un développement en tous sens de ces plateformes. Donc, ce qui va être étudié, c'est la pérennité de ces initiatives, donc voir aussi leur viabilité économique. Voilà, et donc voilà. Le but, c'est pas qu'il y en ait non plus trop, c'est qu'elles soient présentes, bien référencées et répondent aux besoins des artisans et artisans d'art. Donc les candidatures ont déjà été ouvertes et seront possibles jusqu'au 31 mars 2021. Donc ça, c'était par rapport à l'appel à projet. Et Diana, si tu peux passer à la dernière diapo, super. En fait, c'était aussi pour dire que d'autres initiatives avaient été mises en place, dont la création d'une vitrine éphémère qui s'intègre plus globalement dans une campagne de communication qu'a porté la région au frais du Nouvelle-Aquitaine pour les fêtes, donc qui est vraiment sur un temps court. Donc, dans cette vitrine éphémère, vous retrouverez un certain nombre d'entreprises qui auraient dû venir sur le salon du Made in France ou sur le salon du patrimoine, mais ces deux salons étant annulés, nous leur avons donné la possibilité d'être présents sur cette vitrine-là. C'était des entreprises avec lesquelles on était en échange, puisque dans une dynamique de présence régionale sur ces deux salons-là. Par ailleurs, pour compléter enfin et pour apporter un peu de lisibilité aux différentes plateformes, vous pouvez retrouver une liste de plateformes dites métiers d'art à échelle régionale ou nationale sur le site Métiers d'art Nouvelle-Aquitaine. Voilà, pour d'autres initiatives et compléter donc l'approche plus individuelle qu'a présentée Marina. Merci beaucoup Marina et Claire-Lise. Donc, je voudrais synthétiser en disant en faisant remarquer que vous avez exposé à la fois des solutions individuelles qui peuvent s'adresser à des entreprises individuellement et des solutions collectives pour des collectifs d'entreprises ou des réseaux d'entreprises, d'autres acteurs locaux, territoriaux. Et j'entendais, puisque je ne voyais pas l'écran pendant le temps de la présentation, j'entendais des bips, des bips, des bips. Donc, je crois qu'il y a des questions que nous allons regarder. Alors, la première que je vois, c'est serait-il possible de mettre le lien vers les plateformes métiers d'art? Je vous laisse répondre, mais je pense que oui, bien sûr. Oui, je le mettrai. En fait, on le mettra aussi bien en ligne sur le site de l'INMA et vous pourrez le retrouver bien évidemment sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine. Je voudrais aussi préciser qu'il est important pour nous à l'INMA d'inviter, comme nous l'avions fait pour le premier webinaire et comme nous le ferons pour les suivants, à chaque fois des intervenants issus de nos partenariats régionaux, puisque nous avons des partenariats soit avec les conseils régionaux, soit avec les chambres des métiers, soit avec les chambres de commerce, etc., et pas que. Et il est intéressant puisque nous savons que parmi les personnes qui participent, qui assistent au webinaire, il y a forcément des participants de la région invités, entre autres. Alors, je regarde une autre question. Une initiative collective telle qu'un GIE, groupement d'intérêt économique, pour créer un site marchand pourrait bénéficier d'aide au développement numérique. Alors, oui, on a un dispositif qui s'adresse d'ailleurs au groupement d'intérêt économique. Alors, non, je pensais au GIE. Non, mais oui, effectivement, il pourrait faire une demande de développement numérique. Il pourrait accéder à l'accompagnement sans aucun souci auprès d'une CCI ou d'une chambre de métier. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le dispositif numérique qui serait mis en œuvre ou un autre dispositif qui s'appelle mutualisation, qui s'adresse aux groupements d'entreprises ou aux commerçants, aux artisans qui se groupent entre eux, ou 3-4, et qui créent un dispositif de mutualisation. Donc voilà, mais je pense qu'on répondrait plus par le dispositif mutualisation, mais oui. Alors du coup, j'en profite pour dire une information que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure dans la présentation, c'est que le site sur lequel vous pourrez demander les chèques numériques sera ouvert à partir du 18 décembre. Par contre, ce lien vous sera donné automatiquement par votre conseiller ou votre conseillère qui aura fait le diagnostic avec vous. Voilà. Il n'y a pas une communication en grand public, vu que l'accompagnement est un préalable indispensable à la demande du chèque e-commerce.
C'est effectivement une information très importante à noter. Et alors, je vois une autre question par rapport à des éléments que vous avez évoqués. Celui qui n'a pas la trésorerie pour engager une dépense de 2 000 ou 3 000 euros pour un site marchand, que proposez-vous? Effectivement, parce qu'il était question plutôt de prestation de factures, donc pour des dépenses engagées. Est-ce qu'il y a des dispositifs, des solutions éventuellement qui peuvent être proposées à ce type d'entreprise? Comme le disait Clarisse, effectivement, il y a la solution de la place de marché. Si effectivement le commerçant ou l'artisan ne peut pas engager une dépense à cette hauteur-là, il peut devenir adhérent d'une place de marché, ce qui lui permet d'avoir une place sur le numérique et d'être visible, d'avoir une vitrine en fait. Et après, peut-être voir dans un deuxième temps s'il pourra développer ce site-là. Après, si la question est-ce qu'il y a des avances sur les subventions attribuées, quand on est sur un dispositif d'urgence, il a été choisi une solution rapide en interne et effectivement, le paiement se fera sur facture comme l'État. Donc, il n'y a pas d'avance. Donc, il faut bien que les artisans et les commerçants avance, entre guillemets, fasse la dépense et après, dès que la facture est décaissée, ils envoient les pièces à la région et on accélérera le paiement, mais c'est vraiment un paiement sur facture. D'accord. Alors, une autre question que vous avez peut-être vue, est-ce qu'une association qui gère une boutique d'artisans pourrait bénéficier de ces aides? Et les associations ne sont malheureusement pas éligibles. Si. Une association qui gère une boutique d'artisans peut bénéficier. Alors, on peut bénéficier toujours de l'accompagnement. Après, c'est la même question que pour le GIE. Je ne sais pas sûr que ce soit le chèque e-commerce qui soit la réponse la plus adaptée, mais plutôt le dispositif de mutualisation. Par contre, là, on va être sur un projet structurant et un projet au-delà du site marchand, en fait. Vraiment de mise en commun. Très bien. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous souhaitez poser d'autres questions avant que nous n'essayions de passer à l'intervention suivante? Je dis bien essayons parce que, effectivement, nous ne sommes pas épargnés par quelques aléas techniques. Je regarde s'il y a d'autres questions qui arrivent tout de suite. Alors, je vous annonçais en début du webinaire l'intervention de Madame Christelle Valenza, qui essaye toujours par tous les moyens de pouvoir retrouver sa connexion Internet. Et peut-être que nous pouvons, si Yuta Ber nous entend, est-ce que Yuta, vous nous entendez? Et vous pouvez… vous nous entendez. Est-ce que éventuellement vous pouvez aussi, si possible, brancher votre caméra, sinon on pourra… L'important, c'est qu'on puisse vous entendre. Mais sinon, ça serait toujours bien, je crois, qu'on puisse vous voir aussi. Alors, en tous les cas, si vous nous entendez, si vous êtes d'accord, je vais vous passer la parole à vous d'abord. Merci beaucoup, Marina et Claire-Lise, pour votre intervention. Et s'il y a d'autres questions, nous y reviendrons à la fin. Et donc, pour aller plus loin, nous passons le micro à Madame Yuta Ber-Scheidt, qui est joaillière dans son atelier, Yuta Ber-Scheidt Bijoux, et qui nous apporte un témoignage concret, puisque Yuta, vous avez mis en place votre boutique en ligne dès le premier confinement. Et ce que vous souhaitiez aborder, c'est les raisons de la création de ce site, de cette boutique en ligne, et aussi ses principaux atouts, ses principaux défauts aussi, s'il y en a, et aussi ce qu'il nécessite en termes d'investissement humain et d'investissement financier. Alors, je vous passe la parole pour que vous nous parliez des raisons de la création du site et de ce que vous considérez, vous, être comme ses avantages et éventuellement ses inconvénients. On vous écoute. Oui, bonjour. Excusez-moi, je n'arrive pas à réactiver la caméra et je n'ose pas trop de taper là-dessus sur tes touches pour ne pas vous perdre entièrement. Alors, je partage avec grand plaisir mes expériences et donc les raisons de création d'un site marchand. Donc, ça a été forcé par le confinement, bien sûr, mais finalement, ça a beaucoup de positifs. Donc, je pensais déjà depuis un moment, j'aurais bien voulu, ça m'a tenté, mais je n'ai jamais vraiment fait le pas jusqu'au moment
du premier confinement. Ça m'a vraiment forcé et finalement dans le bon sens. Donc, j'avais déjà un site internet comme vitrine depuis, je dirais, 8 ans à peu près. Je trouvais ça toujours assez suffisant. Je ne vais pas trop montrer, ça prend trop de temps aussi de prendre les photos et tout. Mais finalement, la boutique en ligne, ça donne une meilleure visibilité de certaines pièces. Donc, je suis forcée de prendre plus de photos, de montrer une pièce, disons, au moins sur 3 photos des angles différents pour qu'on comprenne la composition, le volume. Donc, ce n'est pas juste une photo plutôt artistique où on voit un aperçu, mais il faut que le futur client comprenne la pièce. Donc, il faut déjà avoir des photos au moins de 3 angles. Oui. Vous nous disiez, Yuta, que c'était aussi pour vous la création de ce site, quelque part un outil qui vous permettait de maintenir le contact, même si vous ne vendiez pas un nombre très important de pièces, de maintenir le contact avec une certaine clientèle. Je viens de partager, je ne sais pas si vous le voyez, le lien vers votre site marchand, pas vers votre site vitrine, ce qui est pour que le public qui participe voit qu'il s'agit de pièces de création qui pour certaines sont à un prix relativement élevé. Et vous nous disiez, je crois que vous en aviez vendu une dizaine, il me semble, de ces pièces-là, mais que il était intéressant pour vous de le faire compte tenu justement du niveau de prix de ces créations. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, donc ce qui est très intéressant, c'est que il y avait par exemple un client qui m'a contacté après 8 ans, donc il était passé dans ma boutique réelle il y a 8 ans, mais depuis il ne s'est pas pris le moment de passer, mais il a toujours suivi ceci, cela. Et dans la boutique en ligne, il a vu une pièce avec son prix, parce que sur ma vitrine, je ne mets pas de prix. Donc, et ça l'a initié de commander ça pour l'anniversaire de son épouse et d'autres contacts aussi. Une autre cliente qui habite à 300 km de là où je suis, de Lannion, et qui a vu une paire de boucles d'oreilles et qui, voilà, ça lui a donné envie. Elle m'a recontacté. Je lui ai envoyé des photos du coup des dimensions sur mes propres oreilles. Et voilà, donc ça a vraiment déclenché des belles réactions et des achats aussi auprès de gens qui me connaissaient, qui m'ont pas perdu de vue, et d'autres aussi qui n'osent pas d'entrer parce que j'ai une réputation que les pièces ne sont pas données. Donc, on a l'impression que c'est une boutique, voilà, où c'est pas pour tout le monde. Mais sur ce site, je peux montrer qu'il y a aussi des pièces pour tout le monde. Et ça, c'est un avantage immense aussi, je trouve. C'est vrai que c'est une question à laquelle peuvent être confrontés un certain nombre d'artisans d'art, puisque les créations métiers d'art sont des créations qui demandent du temps, du savoir-faire, qui sont forcément parfois un peu onéreuses, mais il est important aussi pour le grand public, pour les clients, de comprendre cette question du prix. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'en reparler dans un prochain webinaire qui sera lui dédié à la vente au détail, un début d'année. Vous nous parliez, Yuta, de votre usage de la prospection client pour maintenir le lien, parce que c'est effectivement intéressant d'avoir une boutique en ligne, mais il faut la faire vivre, si je puis dire les choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu la façon dont vous maintenez ce lien et dont vous rappelez l'existence de la boutique en ligne à vos clients? Oui, avec plaisir. Alors, il y a déjà très longtemps, donc à partir de mes premières expositions, j'avais déjà un petit papier de préparer où les gens qui s'intéressaient ont pu laisser les coordonnées. Donc, soit une adresse, soit l'adresse mail. Et je fais ça depuis régulièrement. Quand il y a, par exemple, une exposition à l'extérieur, j'étais en début de cette année, juste avant le confinement, à Versailles et à Paris. Et comme j'ai des pièces qui sortent de l'ordinaire, qui sont précieuses,
ça prend des fois du temps. Donc, il y a des gens qui tournent autour, qui regardent, qui se disent, mais tiens, qu'est-ce que c'est ça? Qui font des essayages, mais c'est pas encore le moment. Donc, le fait de prendre l'adresse mail et de leur envoyer plus tard un mail, ça rappelle et ça leur montre aussi, elle est toujours là. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Voilà, donc c'est un suivi. J'avais aussi la réaction ce fois-ci d'une dame qui m'a remercié de ne pas encore l'avoir rayée de ma liste parce que elle se sentait pas, voilà, comme elle n'a pas encore abouti son achat, elle se disait bon, je vais être rayée de la liste, mais elle en était tellement enchantée d'avoir reçu mon mail avec la notion du nouveau de la boutique en ligne, ce qui lui a permis de regarder, de replonger dans ses rêves et de vouloir repasser dans le vrai lieu quand elle sera à nouveau en Bretagne. Donc, ça permet de faire le lien avec la question suivante, Yuta, c'est, nous en parlions au début, celle de l'investissement humain et financier aussi que ça demande. Le fait d'avoir une boutique en ligne, vous nous disiez que vous étiez globalement très contente de l'avoir créée, mais que vous aviez aussi, comment dire, mesuré l'investissement que ça demandait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question? Oui, donc l'investissement humain n'est vraiment pas négligeable. Donc, déjà pour prendre les photos, pour tout mettre en route. Donc, tous les textes qui sont sur mes pages, je m'en occupe pour faire un beau texte, disons peut-être même un peu poétique pour chaque pièce, mais aussi les caractéristiques qui doivent être très précises parce que le futur client doit voir les dimensions. Donc, il doit pouvoir se dire, tiens, ça a 2 cm de longueur ou ça a 20 cm de longueur. Donc, c'est déjà ça demande assez de travail. Après, c'est aussi garder le contact, donc envoyer les mails, bien sûr. Ça prend déjà du travail, mais là, comme j'ai changé, mon atelier a changé de lieu et je me suis pris le temps d'envoyer à mes 1500 ou 400 adresses mail, un mail à chacun. Donc, vous vous imaginez, ça a pris du temps, mais ça me valait le coup parce que je voulais qu'aucun de ces mails tombe dans les spams. Voilà. Donc, normalement, je fais des blocs de 10 à 20. C'est déjà bien parce que souvent, quelqu'un a une limite de 10 à 20. Si vous envoyez à plus, ça tombe forcément dans les spams. Mais là, j'ai fait 1 à 1. Après, il faut aussi diffuser une carte avec le site dessus. Il faut aller partout. Donc, voilà, c'est du temps qui manque à la création. Bien sûr, je vois bien ça aussi. Merci beaucoup pour ces précisions très détaillées. C'est vrai que nous entrons dans un niveau de détail très fin, mais ce sont des questions, d'ailleurs que Christelle, que je salue, qui a réussi à se connecter après un voyage de quelques dizaines de kilomètres pour pouvoir retrouver une connexion, un voyage éclair en un quart d'heure. Donc, vous allez revenir, Christelle, sur ces questions qui sont des questions de gestion, en fait, réelle, parce qu'évidemment, il y a l'aspect financier pour pouvoir créer un site d'e-commerce qui est très utile, mais il faut le faire vivre, il faut l'avoir pensé avant, comme le montre l'intervention de Yuta. Je ne sais pas si vous avez des questions que vous souhaiteriez poser pour éventuellement en savoir un peu plus sur sa démarche, sur son retour d'expérience, aussi si vous éventuellement vous allez les poser à la fin de l'intervention pour qu'on puisse permettre à Christelle de prendre la parole maintenant qu'elle a repris sa connexion et son souffle. Alors, je vous propose de passer directement à l'intervention de Christelle Valenza et on reprendra toutes les questions parce que j'en ai vu effectivement d'autres sur les autres interventions aussi qui, entre-temps, ont été formulées dans le chat. Et donc, Madame Christelle Valenza, qui est cofondatrice d'AMEAD, Académie des métiers d'art, de la création et du design,
qui a une longue connaissance des métiers d'art, vous nous direz pourquoi. Et vous nous parlerez, Christelle, de la démarche stratégique de vente en ligne, laquelle dépasse le seul cadre de la création d'un site marchand. Et vous nous présenterez également rapidement un panorama des formations qui pourraient aider les professionnels dans leur projet de mise en place d'un outil de vente en ligne. La parole est à vous. Et, non, vous pourriez peut-être activer le micro aussi pour qu'on vous entende bien, qu'on vous entende tout court d'ailleurs. C'est bon, là, vous m'entendez? Très bien. Parfait. Alors, je vais partager pour commencer un diaporama. Donc, effectivement, je suis la cofondatrice d'AMEAD, donc l'Académie des métiers d'art, de la création et du design, donc qui est une plateforme d'information, de formation et d'accompagnement à destination des entreprises métiers d'art. Cette plateforme, nous l'avons cofondée avec Christine Dubuisson, mon associée, qui est consultante dans le secteur des métiers d'art depuis 30 ans, plus de 30 ans, spécialiste des questions commerciales et des questions d'export. Et moi-même, je suis donc également consultante et formatrice, hein, et j'ai été directrice du pôle régional et ensuite de la mission régionale métiers d'art de Poitou-Charentes pendant 7 ans. Et auparavant, j'ai aussi été artisan d'art pendant 8 ans, donc j'ai un peu une connaissance aussi en ayant mis les mains dans le cambouis, comme on dit. AMEAD, c'est aussi donc une plateforme avec 8 experts qui interviennent donc pour nous sur des sujets très précis. Et puis également Maxime qui a rejoint l'équipe et qui est chargé de communication digitale. Aujourd'hui, en fait, Diana m'a demandé d'intervenir, notamment parce que dans le cadre des formations que nous dispensons, nous avons une formation sur l'optimisation de la refonte de son site internet et évidemment la question du site e-commerce est abordée et il est très important de se poser les bonnes questions lorsque l'on a ce projet. Et c'est ce que je vais aborder avec vous maintenant. Donc évidemment, comme ce qui a été dit précédemment, même si j'ai pas pu tout entendre, vous le savez que créer un site e-commerce, c'est évidemment un temps, un investissement très important, que ce soit en temps ou et aussi en argent. Donc c'est beaucoup de temps si vous le faites tout seul, mais c'est aussi un investissement lourd si vous le faites faire par quelqu'un. Donc une fois qu'on a posé ça, on a évidemment un objectif qui ressort tout de suite de ce site e-commerce. C'est pourquoi est-ce que je veux faire un site e-commerce? A priori, c'est pour faire du chiffre d'affaires. Si l'objectif d'un site e-commerce n'est pas de faire du chiffre d'affaires, c'est pas la peine de faire de site e-commerce. Ça n'a que cette fonction-là, un site e-commerce. Je dis bien un site de vente en ligne. Voilà. Or, malheureusement, souvent, les sites n'apportent pas le chiffre d'affaires escompté, et on entend très souvent, notamment au sein des entreprises métiers d'art, qu'en fait les métiers d'art ça se vend pas en ligne. Voilà. Et donc une des raisons, notamment, qui explique pourquoi la vente en ligne ne fonctionne pas souvent sur les sites les sites d'artisans d'art, professionnels métiers d'art, c'est parce que souvent on se trompe d'objectif. En fait, un site, si vous partez d'un site vitrine qui est un site qui est là pour présenter l'entreprise, présenter le savoir-faire, présenter les différentes réalisations, et qu'à ce site vitrine, vous ajoutez en fait un espace e-shop, le site n'a pas pour objectif principal de vendre. Donc, il n'aboutira pas à ce que vous souhaitez faire. En fait, c'est comme si vous mettiez des produits dans une vitrine. Si on fait l'analogie avec une boutique physique, c'est comme si vous mettiez des produits dans une vitrine d'un magasin qui est fermé. Les gens voient
les produits en passant dans la rue, il y a une carte de visite de poser à côté et vous avez combien de chances sur 1000 que quelqu'un note les coordonnées de tous les gens qui passent dans la rue à côté de votre produit. Voilà, donc ça c'est une des premières raisons. Donc la clé une des clés de la réussite d'un site de vente en ligne, c'est que le site soit 100% orienté en site e-commerce. Et c'est ce qu'a réussi Yuta, notamment dans son site, et je vais vous montrer un exemple après. Et ça n'empêche pas qu'il faut quand même qu'il y ait une page à propos sur votre travail et sur qui êtes-vous, etc., dans votre site Internet. Mais le principal, c'est que quand l'internaute rentre sur votre site Internet, il comprenne tout de suite qu'il est sur un site de vente en ligne et il va être guidé, en fait, pour faire ses courses. Donc là, si on fait l'analogie avec une boutique, il est rentré dans une boutique et là, il voit tous vos produits et il y a un petit cartel de description de votre activité. Donc déjà, là, c'est déjà plus engageant pour vendre. Donc, on commence à cocher déjà les cases. Ensuite, la deuxième clé de la réussite, c'est le contenu. Si votre site Internet ne comporte qu'une photo par produit, un descriptif très court, en fait, c'est comme si en fait l'internaute va passer devant les produits, mais c'est comme si dans cette boutique il n'y avait pas de vendeur, en fait, si vous voulez. Il y a bien le cartel qu'on a vu tout à l'heure, il y a un tout petit descriptif sous chaque produit, mais il n'y a pas de vendeur. Donc, et ça, vous en avez déjà fait, j'imagine, malheureusement, l'expérience. Un vendeur dans une boutique, c'est très important. Et quand le vendeur n'est pas bon, les produits se vendent moins bien. Et puis, donc, quelle est la solution, en fait, dans votre site Internet? C'est de présenter à minima 3 à 5 photos par produit et un descriptif de 300 mots. Alors oui, je dis 300 mots, ça semble effectivement énorme, mais c'est le travail à mener pour avoir réellement un retour sur investissement du travail et des efforts que vous avez fournis. Même si vous faites faire un site Internet par le meilleur graphiste et avec le plus beau design qui soit, mais que vous ne fournissez au graphiste qu'une photo par produit et juste des dimensions et rien d'autre sur un descriptif très court, très laconique qui ne donne pas envie, qui ne fait pas rêver, vous ne pourrez pas, ça ne se transformera pas en vente et vous serez déçu en fait de votre site Internet. Je voudrais juste arrêter ce partage pour vous partager en fait un exemple de site Internet de Aurélie Vrignon qui est donc. Est-ce que vous voyez donc l'atelier du blanc? Oui, merci. Aurélie Vrignon avait donc suivi la formation optimiser son site Internet et elle a mené ce travail pendant tout l'été de refaire son site Internet en faisant un site vitrine, un site boutique e-commerce, pardon, et non plus un site vitrine dans lequel elle aurait pu inclure un espace e-shop comme elle l'avait pensé au départ. Dès qu'on arrive sur son site Internet, en fait, on trouve les produits rangés par usage, par catégorie d'usage, donc objets de déco, luminaires, art de la table, bijoux. On y voit tout de suite aussi idées cadeaux. Si vous allez sur idées cadeaux, vous voyez des idées pour elle, des idées pour lui, mais aussi des idées à moins de 100 €. En fait, Aurélie est allée s'inspirer des sites de vente en ligne, des grands sites de vente en ligne. Allez voir le site de la Redoute, allez voir des sites
des grosses marketplaces, voilà, ou des beaux sites de vente en ligne. Elle est allée voir les sites de porcelaine de Limoges concurrents aussi et s'inspirer des meilleures idées. Donc, quand on arrive sur son site, en fait, son site ne parle pas d'elle tout de suite. En fait, c'est juste prévu ici en bas, là, dans l'atelier. Mais son site, par contre, présente les objets donc par collection. Les vases sont décrits. Tout de suite, on voit que c'est pour créer une ambiance florale chic, nanana, etc. On se projette en fait dans son travail. On projette ses créations dans nos intérieurs. Ensuite, donc pour aller vite, j'ai cliqué sur objet de décoration. Je vous ouvre tout de suite l'onglet. Donc là, on arrive avec un sous rangement, en fait, une sous-classification, vase et soliflore, etc., mais aussi avec les meilleures ventes. Tout de suite, là, donc on comprend de quoi il s'agit. Là, en ce moment, elle fait des promotions donc, qui sont pas très élevées, hein, c'est même pas 10%, mais c'est un petit geste qui peut donner envie, mais ça, on est libre à chacun de le faire. Et puis ensuite, surtout, c'est que pour chaque produit, en fait, que Aurélie, donc là j'ai cliqué sur le premier produit, chaque produit mis en ligne, Aurélie a fait un travail de photo avec à chaque fois, comme vous pouvez le voir, donc 3 à 5 photos, avec des photos prises sous différents angles, des photos où on voit les pièces avec d'autres pièces qui complètent la collection, et des photos mise en situation, où on voit la pièce avec des fleurs. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un soliflore. On a aussi le repère de la main qui permet d'avoir une idée de la taille du produit, mais surtout, on a un texte descriptif avec des mots-clés, parce que ça, c'est très important pour le site Internet, des mots-clés. Et c'est pas fini, parce que là, vous allez dire, ben là, il n'y a pas 300 mots-clés. Alors ensuite, on a un mot de la créatrice, un conseil pour ce type de produit-là, donc de combiner les différents vases soliflores de la collection Bulbe. Ensuite, une partie pour rassurer le client, puisque une commande sur Internet, évidemment, on peut être inquiet de savoir si on va bien recevoir le produit, etc. Donc là, c'est le passage pour rassurer le client. Et puis enfin, à nouveau, des informations complémentaires qui détaillent le produit, mais pas de manière trop technique. En fait, le client, qu'est-ce qu'il cherche ? À savoir si quelle allure ça va avoir dans son intérieur, savoir que ça a été cuit plusieurs fois, etc. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il faut qu'il se projette sur le produit. On ne vend pas de la technique au client. Ça, vous pouvez en parler dans la page atelier, mais pas sur chaque produit. Voilà. Et c'est ça qui est important. L'aspect faire rêver le client, que le client se projette avec votre produit dans son intérieur quand il s'agit d'un produit de déco ou qui se projette avec le bijou autour du cou dans un autre cas. Ça, c'était pour montrer un exemple. Vous pourrez retourner voir le partage d'Aurélie, le site d'Aurélie. Donc, c'est l'atelier du blanc. Il ne faut pas oublier le L au début, l'atelier du blanc toutattaché.com. Je vais à nouveau partager mon écran. Je ne sais plus où, voilà, pour retrouver mon diaporama, parce que alors j'avais prévu de vous montrer en fait le site d'Aurélie, mais ce que je n'avais pas prévu, c'était que Aurélie hier, alors que je lui avais pas demandé, mais voyant que j'organisais ce webinaire, m'a envoyé en fait un mail et en me disant voilà les résultats de mon site internet. Je l'ai mis en ligne au mois d'octobre et si ça peut convaincre les gens qui écouteront le webinaire que c'est vraiment intéressant d'avoir un site de vente en ligne, voilà mon retour d'expérience. Donc en fait, elle a ouvert son site internet en début octobre. Depuis le mois d'octobre, donc là je l'ai pas écrit dans la diapo pour des questions de confidentialité après quand le diaporama restera accessible. Mais donc depuis le mois d'octobre, elle a réalisé
entre 4 à 5 000 euros de chiffre d'affaires. Elle a augmenté ses tarifs puisque sur le site internet, elle est obligée d'appliquer le même prix que les boutiques qui la revendent. Donc, elle a appliqué un coefficient multiplicateur de 2,2 et ça n'effraie pas ses clients. Son panier moyen a doublé en fait par rapport au salon qu'elle faisait. Donc jusqu'à maintenant, donc toutes ces ventes en physique là, en fait, elle s'est rendue compte que elle vendait 2 fois plus, son panier moyen était 2 fois plus important. Donc elle pense qu'elle a touché une clientèle qu'elle n'avait pas sur les salons. Elle touche une clientèle dans toute la France. Évidemment, ce qui n'était pas le cas avant, sauf quand elle partait de la région de Limoges. Et elle a également gagné en visibilité avec le site par rapport aux professionnels qui recherchent des fabricants. Elle est beaucoup plus contactée par des professionnels qui ont besoin de sous-traiter pour du coulage de pièces ou faire des moules, ce qu'elle n'arrivait pas forcément à développer auparavant. Alors, pour conclure sur les 3 clés, une troisième clé de réussite, c'est qu'il faut absolument s'affranchir des obstacles ou des idées reçues. Parce que là, je pense qu'entre la démonstration de Yuta et celle d'Aurélie, il y a un certain nombre d'idées reçues que l'on peut faire tomber. La première, c'est que les métiers d'art, on a besoin de toucher pour vendre. Alors, effectivement, on préfère tous toucher des pièces, mais le contexte actuel vous a montré que des fois, c'était pas possible. Et c'est justement intéressant de voir comment on peut, en fait, contrer cette problématique-là. La solution, évidemment, c'est par les photos. Plus vous aurez des photos, de belles photos et surtout plusieurs photos, donc au moins 3 à 5 photos avec un produit pris sous tous ses angles, avec des détails, avec le produit en situation, des repères de taille. Vous pouvez également faire des photos à 360 degrés. Il existe aussi des systèmes, on peut investir dans un système qui permet de poser les pièces sur un disque qui tourne et qui permet en fait de déclencher les photos. Donc ça, c'est un premier moyen de répondre à cette première idée reçue ou cet obstacle. Le deuxième obstacle que l'on entend souvent, ou deuxième frein, mais qui vient souvent des entreprises plus que des clients, c'est les clients métiers d'art recherchent une relation. Effectivement, ils cherchent une relation quand ils vous achètent des pièces sur des salons, mais cette relation, vous pouvez en fait la créer et la nouer avec vos clients sur votre site internet. Et comment faire cela? En écrivant en fait à votre cible et pour votre cible. Votre site internet ne doit pas être là pour parler que de vous et que de vos pièces. Il doit parler à votre client. Votre client, il a une problématique à résoudre. Cette problématique, par exemple, c'est de faire un cadeau. Voilà. Donc, il faut que vous suggériez dans tout votre descriptif la façon dont vous pouvez résoudre son problème. Donc, par exemple, l'emballage, quel soin vous allez apporter à l'emballage, l'option emballage cadeau, etc. Enfin, voilà, vraiment vous mettre à la place du client. Moi, je suis client, j'arrive sur un site internet. Qu'est-ce qui va faire que je me décide à acheter le produit? C'est parce que on aura pensé à toutes les questions que je me pose. Voilà. Donc ça c'est vraiment, il faut écrire pour eux et à eux, et pas écrire pour soi. Mais ça ne veut pas dire omettre de parler de vous. Donc, le petit mot de la créatrice, comme l'a fait Aurélie, par exemple, ou encore la page atelier que je vous ai pas montré, mais qui explique vraiment son travail. Parce que ça, c'est important. Là, je dirais qu'il faut aussi que ce soit sympathique à lire, qu'il y ait une forme de storytelling, que vous racontiez une histoire, pour que après il ait envie de parler de la créatrice ou du créateur chez qui il a acheté son produit. Troisième idée reçue, les pièces métiers d'art, c'est fragile. Alors là, je vous ai fait la démonstration d'un site qui vend de la céramique, mais les pièces métiers d'art ne sont pas plus fragiles que de la vaisselle qui est vendue sur le site de la Redoute. Et pourtant, des sites d'art de la table, il en existe des centaines et qui vendent aussi des pièces fragiles. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est rassurer votre client. Pour
contrer ce frein sur la fragilité des pièces, il est vraiment important d'insister sur le soin apporté à l'emballage. Et dès que vous avez un premier témoignage, vous pouvez même solliciter un témoignage de vos clients sur l'emballage du produit, mettez-le en ligne. Mettez des témoignages de vos clients en ligne sur votre site internet qui rassureront en fait les futurs clients. Et enfin, le dernier point, on ne peut pas vendre de pièces chères sur internet. Alors là, je dirais que l'élément de réponse à ça, c'est vous. Parce qu'en fait, ça, c'est votre croyance et c'est votre croyance qu'il faut combattre. Des sites de vente en ligne, de galeries, et je vous invite à aller voir Artistics avec un S au bout, la galerie Artistics, qui est une galerie qui vend des peintures, mais aussi des sculptures et des pièces à 1000, 2000, 6000 euros. Est une galerie qui marche très bien. Nous connaissons, nous, des entreprises qui vendent sur cette galerie, qui vendent des sculptures en céramique, des sculptures qui sont par définition fragiles et qui sont expédiées partout. Donc ça, c'est vraiment une croyance, mais qui est, quand vous regardez sur Internet, il y a énormément de choses à des prix très élevés qui se vendent. Voilà. Voilà. Donc j'ai fini pour ces 3 clés de réussite d'un site de vente en ligne. Et pour finir, donc juste pour présenter en 2 mots ce que nous proposons comme formation. Donc là, ce que je vous ai dit en 10 minutes, c'est ce que on peut trouver. Enfin, c'est un extrait, un tout petit extrait d'une formation donc qui s'appelle Optimiser la refonte ou la création de son site internet, que j'anime et qui dure 3 jours. Nous avons chez Améade une offre de formation donc qui est 100% orientée métier d'art. Environ, aujourd'hui, le catalogue, il doit être à 35, 30 ou 38 formations, je ne sais plus exactement, mais nous sommes en train de rédiger des nouveaux programmes pour l'année 2021. Donc, sur les différents sujets que vous voyez sur la diapo, qui vont du marketing à l'export, en passant par le web, les photos, la vidéo, etc. Concernant le web, donc, nous avons cette formation-là. Nous aurons aussi à la rentrée des formations sur WordPress, sur le référencement, et également sur tout l'aspect législatif du e-commerce et du e-commerce à l'export. Toutes nos formations sont accessibles pour tout le monde, quel que soit votre statut professionnel, maison des artistes, chambre de métier, profession libérale. Elles sont finançables par vos OPCO et j'ai essayé de vous donner un chiffre synthétique. Dans 85% des cas, le coût, le reste à charge par jour est compris entre 0 et 25 euros par jour de formation. En fait, ça dépend de votre situation. Pour ceux qui sont en chambre de métier, ça dépend de la région dans laquelle vous êtes installé, puisque les financements sont différents pour chaque région. Voilà, j'ai essayé d'être la plus rapide possible, mais j'avais quand même à cœur de vous donner du contenu pendant cette intervention. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. C'est vraiment très, très intéressant, très précis, très concret. Je suis sûre que ça, d'ailleurs, on le voit dans les commentaires, cela a beaucoup intéressé les personnes qui sont présentes. Alors, une question qui revient et qui s'impose forcément et qui est reliée à une deuxième question. Avez-vous une idée du coup d'une boutique e-commerce? Et je me doute que ça sera difficile d'y répondre parce que ça dépend probablement aussi du profil de l'atelier. Et aussi, auriez-vous des créateurs de sites à nous conseiller? Bon, c'est une question un peu plus vaste, mais est-ce que vous pouvez nous donner de premiers éléments pour répondre à ces 2 questions? Alors, en fait, il y a tous les prix. Voilà, il y a tous les prix. Je dirais que aujourd'hui, on est quand même souvent, mais autour de 1500 euros, peut-être on peut trouver pour 1500 euros, mais on peut aussi trouver pour 500. Enfin, voilà, après, c'est vraiment, et pour beaucoup plus. Mais je dirais que ce qui est le plus important,
et ça, j'espère que vous l'avez bien noté, c'est pas celui qui va vous faire le site internet, c'est surtout ce que vous voulez mettre dedans. Il faut, en fait, plus vous aurez travaillé votre contenu et tout ce que vous allez mettre dedans avant, moins le site sera cher. Parce que s'il doit réfléchir à tout et vous faire progresser au fur et à mesure, ça va durer des mois. D'abord, ça va vous décourager. Et donc, il faut surtout pas avoir fait à faire la démarche d'aller voir quelqu'un pour faire son site internet avant d'avoir fait toute la démarche du tri des photos. Après, parce qu'il y a un travail à faire sur les photos, la taille des photos, renommer les photos, les balises des photos, mais aussi les balises dans le site internet. Il y a plein de choses auxquelles il faut réfléchir avant. C'est ce à quoi moi je prépare les professionnels pendant cette formation et avec vraiment beaucoup de méthodologie et plein d'outils pour voilà que ce soit prêt. Après des sites internet, ça peut aussi se faire tout seul. C'est long, ça je vous le cache pas, mais c'est pas parce que vous allez le faire que ça sera pas long non plus. Voilà, parce que en fait, quand vous faites faire votre site internet pour des prix pas trop élevés, c'est pas le webmaster qui va rentrer les produits. Il va vous faire la plateforme et puis après, il va falloir aller alimenter vos produits chacun les uns après les autres. Donc en fait, le gros du boulot, c'est quand même vous qui allez le faire. Donc voilà. Mais j'ai pas de prix conçu, d'avance si vous voulez. Nous sommes en train chez Améade de concevoir, de recenser des auteurs, des créateurs de sites internet pour effectivement donner des liens, etc. Voilà, et même que ça passe par nous pour le faire, pour négocier des prix. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore opérationnel. Ça le sera au début de l'année prochaine. Voilà, mais pour repérer des bons webmasters qui vont faire des sites. Voilà, on est en train de mettre en place cette offre-là. D'accord, mais merci beaucoup. Effectivement, on a bien compris que cela dépend, comme vous le disiez, de ce qu'on veut faire du site et de la façon dont on souhaite ou on envisage de le gérer par la suite. Je voudrais aussi remonter, non pas forcément une question, mais enfin une confirmation, si je puis dire. Valérie Mandon, bonjour Valérie, qui est connectée, qui nous dit, qui vous l'avez peut-être vu, Christelle, complètement d'accord avec vos idées reçues, enfin la liste des idées que vous avez souligné, car effectivement sur le terrain, ils ont également eu l'occasion de rencontrer des entreprises, des savoir-faire d'excellence qui s'interdisaient parfois de vendre sur Internet, pensant que cela va dévaloriser l'excellence de leurs produits. Je voudrais rappeler, et je pense que vous êtes d'accord, nous sommes tous d'accord aujourd'hui, effectivement nous parlons aujourd'hui notamment et principalement de certains dispositifs d'urgence, mais comme le rappelait aussi l'intervention de Clarisse Noguera et de Marina Lortolari, il s'agit aussi de se placer dans une perspective plus pérenne et de voir ce développement d'une boutique en ligne comme un développement sur la durée, même si pour certains, c'est une réflexion qui commence maintenant avec la crise dans l'urgence. Et alors, je remonte un petit peu, je redescends, ça dépend, pardon Christelle. Oui, parce que j'ai vu des questions auxquelles je peux répondre. Oui. Alors, j'ai vu une question sur le coût d'un site e-commerce que l'on fait et que l'on gère soi-même. Alors, dans ce cas-là, le coût, c'est l'achat d'un template au départ ou d'un abonnement à un template annuel. Voilà, donc ça, je vous conseille vraiment de faire très attention au template choisi parce que il faut qu'il soit maintenu. Je rencontre, malheureusement à chaque fois lors des formations des entreprises qui ont fait des sites internet avec des vieux templates qui étaient des templates gratuits mais qui ne sont pas maintenus et du coup à un moment donné là j'ai vu une entreprise la semaine dernière qui ne peut plus du tout même rajouter une photo sur son site internet, donc ça c'est quand même vraiment dommage. Donc il y a cet aspect là et puis l'hébergement. Alors après il existe une solution et qui me semble être une très bonne solution qui s'appelle WP Server. C'est une plateforme d'hébergement vraiment dédiée à WordPress et qui comprend
un template très solide avec un builder, c'est-à-dire un constructeur de site qui est compris dans l'abonnement, et c'est vraiment fait pour du WordPress avec toutes les sauvegardes, etc. Alors, j'ai pas d'action chez eux, je vous le dis, mais j'ai des retours très très bons sur cette solution, et on est à 200 € par an, je crois, ou 219, quelque chose comme ça, euros par an, mais vous avez le template et vous avez toutes les sauvegardes et vous avez une hotline qui est très bonne, et voilà quoi. Donc ça c'est déjà une bonne solution. Sinon après, bien sûr, vous pouvez prendre un hébergement ailleurs moins cher, donc il faut compter par exemple chez O2 Switch, c'est 79 € par an, et puis après acheter un template. Alors un template comme celui que nous utilisons pour Améad, nous utilisons Divi, et ce type de template, si on l'achète de manière définitive, il est autour de 200 et quelques euros, mais après vous l'avez à vie, et il est maintenu, c'est une énorme communauté. Ensuite, j'ai vu une autre question, est-ce qu'on peut aussi faire ça sous d'autres plateformes de type Shopify, etc. Alors, pourquoi pas, après, vous n'êtes pas propriétaire de votre site internet. Donc, ça, c'est vraiment l'inconvénient en passant par des sites qui proposent en fait des boutiques qui sont en marque blanche. Donc, vous avez l'impression que c'est votre boutique, mais vous dépendez en fait d'un système. Donc, comme Shopify, j'ai plus d'autres exemples qui me viennent en tête comme ça. Mais le jour où vous voulez changer de modèle, changer pour aller vers du WordPress, en fait, tout ce que vous avez fait avant, vous ne pourrez pas le récupérer. Donc, en fait, vous êtes un petit peu coincé par des formules d'abonnement, et souvent, ces formules-là vont être pas chères au départ, mais vous n'avez rien au niveau référencement. Vous ne pouvez pas travailler votre référencement, vous ne pouvez pas travailler ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. Et pour pouvoir avoir du référencement naturel, il faut payer les versions au-dessus. J'avais regardé en fait l'offre. Alors je sais plus si c'était Shopify ou une autre, mais en général il y a forcément une raison pour laquelle c'est pas cher. Voilà. Alors, je ne sais pas, Christelle, si vous avez une autre question qui est, en tant qu'association qui anime un site touristique, notre site internet est important pour communiquer sur nos animations, et bien plus qu'un site vitrine. Peut-on quand même envisager d'y intégrer une partie marchande, ou devons-nous faire deux sites différents? Avez-vous une autre suggestion ou solution, etc. Ça va rejoindre ce que j'ai dit dans la première partie. Si le site internet aujourd'hui, il a comme objectif d'animer en fait un site touristique, en fait, même au niveau des moteurs de recherche et des mots-clés, on dit qu'il faut qu'un site internet, il y ait un même champ sémantique en fait entre les différentes pages d'un site internet. Et donc, si vous êtes sur de l'animation de sites touristiques et que vous parlez des sentiers de randonnée qu'il y a autour, etc. Si vous parlez des produits qui sont à vendre, et on peut imaginer qu'il y a des produits en plus qui peuvent ne rien avoir ensemble, c'est-à-dire à faire ensemble, des produits métiers de bouche avec un champ sémantique complètement différent, des produits métiers d'art qui ont un champ sémantique encore différent. Donc moi je suis pas très favorable à un site qui fait tout, parce que souvent quand ça fait tout, ça fait pas tout, enfin ça fait tout pas très bien quoi en fait. Voilà. Merci beaucoup, et c'est un lien avec une autre question que quelqu'un a posée un peu plus tôt, mais ça répond, votre réponse vient de répondre en partie. J'ai déjà une boutique en ligne sur mon site internet, ce qui m'a demandé énormément de temps. J'ai compris que ce n'est pas la meilleure solution, mais avez-vous des idées pour en améliorer la visibilité si on ne souhaite pas avoir à créer une autre boutique qui demande du temps? Merci Christelle pour cette intervention, nous dit Colombe Le Carvarda. Il faut travailler le référencement des pages, de ces pages-là. Il faut vraiment travailler énormément le référencement des pages du site internet, des pages e-boutique de votre site, et ne surtout pas se contenter d'un tout petit descriptif court. Il faut vraiment travailler le référencement, travailler les balises de votre site.